Et de la Reconquête, bonsoir. Bonsoir. Ça va-t-il ? Bof. Puisqu'on reconquiert... Comment dit-on ? Puisqu'on reconquiert, peut-être. Reconquérit. Reconquérissons. Reconquérissons tout son cœur. Bruno Maigret, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme les lecteurs attentifs et perspicaces Laurent Devinet, ce soir, je reçois Bruno Maigret. Dans ce sens-là, c'est plus facile pour qu'ils comprennent. Oui, comment s'appelle ce garçon ? Ah oui, Henri de Fersin, comment allez-vous ? Très bien, Serge. J'ai eu un petit creux. Faut faire attention, hein, ça prend de bonheur. Bah oui. Bon, la situation est ce qu'on sait, quoi. Hein, on va pas épiloguer longtemps. Je conseille quand même la lecture du Libre Journal, qui est un excellent décadaire. Matin, quel décadaire. N'est-ce pas ? J'en appelle à toutes les personnes présentes. Absolument. Merci. Je vois qu'on s'est compris. D'autant qu'il y a un excellent papier. Alors, autour de Radio Courtoisie. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est délicat. Mais il faut piquer la curiosité du client. Oui, ça, c'est pas du tout une affaire de personne, c'est une affaire de technique. Et ceux qui le liront vont comprendront. Ceux qui ne liront pas, forcément, ils ne comprendront pas. Ça, c'est bien. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Voilà. Donc, c'est l'occasion d'acheter le Libre Journal et de s'y abonner. Quelle adresse ? 4 places France-Litz, 75 010, Paris. Et le prix ? Alors, c'était 700 francs. Je ne connais pas la traduction en monnaie d'occupation. 110 € ou 100 €. Et le numéro à la pièce, c'est 5 €, avec un K, comme pyjama à bretelles. Voilà. Bruno Maigret, je vous ai invité parce que je vais inviter tous les candidats à l'élection présidentielle. Ah bon ? Je ne savais pas. Bah si. Je suis le combienième ? Pour l'instant, le deuxième. D'accord. Mais j'ai l'intention d'inviter les autres, tous les autres d'ailleurs. Mais le jour où monsieur U viendra, vous me direz, je ne viendrai pas. Hein. Mais non, mais pourquoi ? Attendez. Vraiment tous, Serge ? Tous, absolument tous. Y compris monsieur Satan Donné Balabala. Ah non, alors là, même celui de l'heure. Sera-t-il candidat ? Oui. Ah, mais il n'est pas candidat, lui. Le gars qui fait le journal de Miguel. Monsieur qu'on voit sur les affiches, là, voilà, le journal de Miguel. Ah non, il n'est pas candidat, lui, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est pour faire du fric et tout. Entrez, monsieur Charousset, voilà. C'est monsieur Charousset qui va entrer, parce qu'il vient nous parler tout à l'heure de... Tiens, Bruno Maigret, une question personnelle. Vous avez un fils ? Absolument, oui. Il est âgé de quoi, maintenant ? 8 ans. Alors... Voilà, asseyez-vous, monsieur Charousset, parce que je vais vous lancer un défi, là, tout de suite. On va passer aux choses sérieuses, Bruno. Je suis désolé pour les auditeurs qui attendent. Oui, c'est... Mais non, mais... Ça, c'est une chose sérieuse. Moi-même dans l'expectative de ce qui va m'arriver, là. Représente une association, il dirige une association qui s'appelle Aventure et Tradition, et qui organise des camps de vacances pour les enfants. Vous connaissez. Alors... Monsieur Charousset, je vous avais promis de vous donner la parole en début d'émission, mais vous n'étiez pas là, donc j'ai commencé à parler avec Bruno Maigret. J'ai mal compris, parce que j'avais compris que je n'intervenais que vers... le micro. Ne touchez pas le micro, parlez dedans. Montez. Voilà, baissez votre tête. Je me baisse, alors voilà, c'est ça. Vous baissez ta tête en l'air d'un coup. Très humblement, c'est pour ça, c'est fait... Est-ce que je vous demanderai pardon, comme disait l'autre C'est fait spécialement, les micros sont bas, spécialement pour que les invités aient l'air un petit peu humbles. Voilà, humilité. Hein. Alors, humilité je vous donne 5 minutes pour convaincre. Tout de suite ? Ben oui, tout de suite, comme ça va être fait. Comme ça, pour convaincre Bruno Maigret de la nécessité d'inscrire son fils au prochain camp d'Aventure et Tradition. Ça, sans aucun doute, c'est une bonne formule. Et je suis bien placé pour le dire, puisque les jeunes gens qui passent chez nous sont vraiment ravis. Alors, Aventure et Tradition, monsieur Maigret, je pense, connaît au moins 2 noms. En tout cas, il faut préciser que nous sommes une association qui entraîne des jeunes gens de 8 à 18 ans, qui forment des jeunes gens de 8 à 18 ans. On les initie au sport de montagne. Vous êtes tranquille pendant 10 ans, Bruno, après. D'accord. On les initie au sport de montagne, à savoir la randonnée, l'escalade et l'alpinisme. Donc la formation est assurée financièrement totalement par Aventure et Tradition, dans l'esprit d'Aventure et Tradition, et puisque nous sommes de la tradition, dans l'esprit de la tradition, puisque nous allons même jusqu'à dire une messe traditionnelle sur nos camps, qu'elle soit dite sur le camp ou dans une église de proximité. Voilà, donc notre ambition, c'est de donner à ces jeunes gens une force de caractère,
une résistance physique et une santé morale défiant toute concurrence. Comment s'appelle votre garçon? J'essaye de retrouver. Audouin, il s'appelle. Voilà. Audouin. Il est sportif? Il s'y met, oui. Enfin, s'il n'est pas comme son père, il sera assez sportif, oui. Vous n'êtes pas sportif? Pas vraiment, hein. Non. Je pratique une autre forme de sport. Vous êtes cavalier, non? Oui, j'étais cavalier dans mon jeune âge, quand j'étais à l'armée. C'est déjà une forme de sport. Enfin, c'était surtout des cavaliers. C'était surtout des chevaux blindés que je montais. En tout état de cause, donc Audouin sera le bienvenu. Il faut savoir qu'on ne lui fera pas faire des choses qu'il n'est pas en capacité de faire, quelles que soient ses dispositions sportives. On suit la progression de l'enfant, c'est-à-dire on suit son évolution. S'il est sportif, on lui fait faire des choses un peu plus difficiles. S'il est moins sportif, on attend que les choses viennent tranquillement. Évidemment, ça les change un peu de la télévision. Je le dis tout de suite, que les forcenés de la télévision vont être très déçus. Et nous en avons eu comme ça, qui sont arrivés au camp. Ils ne savaient pas trop ce qui leur arrivait. C'est quand même... Il n'y a pas de télé. A priori, il n'y a pas de télé. Ça se passe le week-end, ça se passe pendant les vacances. Alors, ça se passe en général, nos camps se font tous pendant les vacances scolaires. Alors, pendant combien de temps? C'est 8 jours, 15 jours, 3 semaines, en fonction. Et là, nous avons l'ambition d'y inclure également, puisque c'est également un des sports de montagne, les sports d'hiver. Donc là, ce sera un élément qui est très attrayant également, parce que les enfants, évidemment, sont, pour l'instant, en tant qu'ils ne connaissent pas les sports de montagne, sont plus attirés par le ski alpin que par ça demande quand même une discipline. C'est quand même une discipline de faire quand même la montagne. Sans compter qu'après les vacances, ça peut avoir des avantages parce que pendant qu'ils sont plâtrés, on est tranquille quand même. Oui, ça c'est vrai que c'est un des avantages non négligeables pour la tranquillité des parents. Il faut toujours penser à la tranquillité des parents lorsqu'on s'occupe d'enfants. Voilà. Alors le prochain, puisque j'enchaîne. Oui, voilà. Alors puisque j'enchaîne dessus, je vais vous donner toutes les informations concernant le déroulement. Je vais le temps de m'armer de mes lunettes. Allez-y, armez-vous de vos lunettes, puis approchez-vous du micro quand vous aurez chaussé vos lunettes, parce que j'ai compris. Franck me fait des signaux désespérés. Je connais la sensibilité légendaire des micros de Radio Courtoisie. Si mes lunettes ne sont pas nouées, ça va aller tout seul. J'espère que vous êtes plus adroit en varap qu'en déboutiquage de lunettes, parce que... Oui, parce que là, apparemment, j'ai un problème. Voilà, ça vient. Pourquoi vous torsifiez vos lunettes? J'ai une mauvaise habitude, c'est de tortiller mes lunettes. Oui, ça, à mon avis, c'est pas un bon plan du tout. Elles ont choisi leur jour. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a un cordon pour mettre les lunettes autour du cou, mais il met les lunettes dans la poche avec le cordon, ligotant les lunettes. Non, vous n'arriverez pas à lire sans lunettes, me faites pas cet affront-là. Si, bien sûr que si. Alors, le Camp de Pâques, c'est celui qui nous intéresse. Donc, il se déroule du 14 avril au 21 avril. C'est la bonne période, ça? 14 au 21 avril. Oui, c'est bien, juste avant l'élection présidentielle. Voilà. C'est pas évident. Et alors le lieu, c'est Buis-les-Baronnies. Alors, Buis-les-Baronnies, c'est près de Vaison-la-Romaine et à proximité de Nyons. Ah, il n'y a pas de neige là-bas? A priori, il ne devrait pas y avoir de neige, mais la neige, nous pouvons la rencontrer très facilement par la proximité des montagnes. Il faut aller un peu plus haut. Là, pour cette période-là, on s'installe un peu dans le confort, puisqu'on est en camping. Et donc, il faut parler prix. Alors, le prix du stage est de 275 €. C'est-à-dire environ 1804 francs. Vous voyez que je serai sûrement muni de mes lunettes avant la fin de l'émission. Une fois de plus, c'est dommage qu'on n'ait pas la télé. Si vous voyez ce qui est en train de se passer, plus un transport, plus le transport SNCF qui est estimé environ à 75 € pour les enfants de 12 ans. De 12 ans et plus, et à 38 € pour les enfants de moins de 12 ans. C'est merveilleux. Voilà, quand il a fini, les lunettes sont déboutiquées. C'est une merveille. Je vous remercie infiniment. Donc, le prix total voyage me voilà redevenu normal. Alors, donc le prix du stage, je dis 275 €. Le voyage en plus, on dira pour simplifier, qui varie, suivant l'âge des enfants, de 492 francs à 250 francs.
Alors, on a les dates, on a le lieu, on a les prix. On a les dates, on a le lieu, on a les prix. Alors il faut y ajouter les personnes à contacter. Voilà. Alors à Paris, c'est le téléphone fax, hein. C'est le 01 39 82 01 37. En province, le 05 46 74 54 39. La province étant notre bonne ville de Saintes. Équipement. Alors l'équipement pour équiper ses enfants, puisqu'on exige quand même qu'il y a une certaine rigueur qui règne sur le camp au niveau de la tenue, entre autres. Alors du point de vue équipement, on peut rappeler quand même la tenue. C'est une très belle tenue avec une chemise bleu ciel, un knickers bleu marine, une ceinture beige avec une boucle dorée, un pull marine ou commando bleu, des chaussures de randonnée avec des lacets rouges très important, et des chaussettes de randonnée couleur écrue avec un béret qui sera rouge ou vert suivant la catégorie dans laquelle on se classe. Voilà. Alors, je vais en profiter puisque dans mon élan pour parler de notre Assemblée Générale, et ça s'adresse à nos fidèles clients, si j'ose dire. L'Assemblée Générale se passe le 24 mars à 14h30 au café-restaurant L'Embuscade à Beson. C'est prédestiné tout ça. C'est curieux, non? Pour une assemblée générale d'association. Bon. Voilà. Alors, si vous permettez, est-ce que je peux également dire un petit mot du camp d'été? C'est pas pour tout de suite, mais... un mot, mais vous reviendrez. Un mot très rapide. Il a lieu du 14 juillet au 28 juillet. Bon. Voilà. Et où? Vous le savez? Oui, je le sais, dans les Pyrénées, entre Luz, Saint-Sauveur et Barège, et près d'un petit village qui s'appelle Viella. Et nous sommes à proximité du col du Tourmalet. Très bien. Ce qui nous a valu, d'ailleurs, l'année écoulée, de voir passer les cours. Voilà, qui vous savez. Le tour. En vous remerciant infiniment. Merci beaucoup. Alors, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes convaincu? Écoutez, c'est mon fils qu'il faut convaincre maintenant. C'est votre travail maintenant. Voilà, absolument. Mais avant de convaincre votre fils, ou plutôt après avoir convaincu votre fils, il va falloir aussi convaincre les Français de voter pour vous. Alors, la première question, parce que c'est la question que tout le monde se pose maintenant, et que tout le monde vous pose sans arrêt, j'imagine, c'est la question des signatures. Est-ce que c'est réglé ce point-là ou pas encore? Écoutez, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a deux catégories de candidats s'agissant des signatures. Il y a ceux qui donnent des chiffres et ceux qui disent la vérité. Alors moi je dis la vérité, donc je n'ai pas encore totalement les signatures, mais nous sommes maintenant extrêmement près du but. Et il s'en faut quelques petites dizaines, et par conséquent, au rythme où elle rentre actuellement, je suis extrêmement confiant, nous aurons les signatures le moment venu. Ça a été un travail considérable, ce qui est tout à fait anormal, mais ce travail, nous avons été, et nous sommes en mesure de le mener. Donc, nous serons au rendez-vous. La deuxième question, qui est beaucoup plus importante à mon sens, parce que je crois que la première... la réponse, effectivement, est forcément positive. Quand on pense au nombre de signataires possibles, ça serait quand même, il faudrait vraiment que les adversaires déploient des trésors de stratégie, de tactique, de menaces, de coercition, de pression pour arriver à empêcher qu'un candidat naturel reçoive ces signatures. Maintenant, la deuxième question, c'est celle du sens que vous donnez à votre candidature, parce que je crois que c'est pas désobligeant de dire que vous ne concourez pas pour la victoire finale. Disons que je ne suis pas totalement certain d'être au deuxième tour encore. Alors, voilà. Cette chose étant dite, il vaut mieux la dire que pas la dire d'ailleurs, parce que ça fait quand même plus sérieux de dire les choses clairement. À partir de ce moment-là, quel sens donnez-vous à une candidature comme la vôtre? Bien, c'est vrai que la question est importante et on me la posera jamais cette question d'ailleurs. C'est très curieux. Le sens que je donne à ma candidature, c'est très simple. C'est une candidature de fondation. Je crois que la France est à un moment critique de son histoire. Je crois que tout peut basculer aujourd'hui et dans les années qui viennent, d'un côté ou de l'autre, dans le pire comme dans le meilleur. Et je pense que ce que nous incarnons, c'est la voie de l'espoir, la voie du redressement, la voie du sursaut, la voie du réveil, la voie du renouveau. Ça ne va pas basculer le 21 avril prochain. Je pense que ça peut se produire dans les quelques années qui viennent.
Ça peut se produire dans les quelques années qui viennent, à condition qu'on soit prêt. Et cette élection présidentielle, elle est le tournant qui doit permettre à la droite nationale d'achever sa mutation et de nous mettre en position, quand je dis nous, c'est le MNR, mais j'en fais pas une affaire d'appareil, nous mettre en position d'incarner demain ce renouveau et d'être en mesure d'œuvrer demain au renouveau de notre pays. Si je suis plus concret, il y a pour cette élection, à la droite de l'échiquier, Madame Boutin. Madame Boutin, qui est une femme estimable, si elle va jusqu'au bout, fera un coup, mais un coup sans lendemain. De l'autre côté, que ce soit Charles Pasqua ou Jean-Marie Le Pen, font leur dernière bataille électorale. Et au fond, je suis le seul, la candidature que j'incarne est la seule qui s'inscrit dans la durée et qui s'inscrit dans la perspective d'une construction politique. Je le dis sans acrimonie, je le dis sans agressivité. Voter pour Le Pen ou pour Pasqua, ça ne sert à rien. Au lendemain du 21 avril, ils ne feront rien de leur voix. Les voix que je recevrai, moi, le 21 avril, elles constitueront un capital que nous ferons fructifier avec mes amis pour créer ce grand rassemblement. Car, au fond, le problème qui est le nôtre, quand je dis le nôtre, c'est nous autres Français de droite, c'est que notre courant de pensée représente aujourd'hui un potentiel tout à fait considérable, sans doute bien plus que les 20, 25, 30% auxquels on songe d'habitude, mais cette droite a été balkanisée, divisée, culpabilisée, marginalisée. Et à cause de ça, elle n'a pas pu peser sur le destin de notre pays de façon dramatique. Et le projet qui est le bien avec mes amis du MNR, c'est d'être en mesure d'œuvrer à ce rassemblement et à cette déculpabilisation de ce que j'appelle, pour être simple, la droite nationale et républicaine. Alors, une des questions qui se pose souvent quand on évoque votre candidature, et quand on la met forcément en parallèle avec la candidature de Jean-Marie Le Pen, c'est celle de l'opportunité d'une double candidature de la droite nationale en ce moment. Et je sais qu'on vous a posé la question, moi-même j'ai posé la question, et autour de moi, des gens se demandent s'il n'aurait pas été plus, je dirais, plus stratégiquement ou mieux calculé, je ne sais pas comment dire, mais plus stratégique peut-être, de différer votre candidature. Vous êtes un homme très jeune encore, en politique, pour un candidat à la présidentielle, vous êtes très jeune. Et donc s'il n'était pas plus astucieux ou plus stratégique de différer jusqu'à la prochaine élection et de dire cette fois-ci, écoutez, dans un esprit de réconciliation générale de la droite nationale, je ne me présenterai pas, j'attendrai pour ça. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent ça? C'est très simple. Moi, si Jean-Marie Le Pen avait une chance aujourd'hui d'être élu président de la République, la question ne se poserait pas. C'est certainement le geste que j'aurais fait. C'est bien évident. Bien. Donc là, premièrement, mais attendez, parce que je vais compléter la réponse, qui mérite davantage. S'il y avait eu un projet de réunification possible aujourd'hui, j'y étais disposé, mais rien de tel n'est venu, bien évidemment. Or, alors, si vous voulez, je crois qu'il faut donc voir les choses de façon différente. Pourquoi est-ce que je me présente? Pourquoi est-ce que le MNR soutient ma candidature? Ça n'est pas une affaire personnelle et c'est pas du tout dans une démarche d'antagonisme ou de division. C'est pour ne pas perdre 5 années. Car si la première fois qu'on se présente à une élection présidentielle, sauf si on est Premier ministre sortant ou ministre important d'un gouvernement, la première fois qu'on se présente, on fait généralement un score modeste. Ça a été le cas de Le Pen lui-même, ça a été le cas de bien des candidats à l'élection présidentielle. Si je me présente pas cette fois-ci, ça veut dire que je me présente dans 5 ans, et c'est dans 5 ans que je ferai un score modeste. Je fais mon score modeste cette fois-ci, j'espère qu'il sera d'ailleurs pas si modeste que ça, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et donc, on gagne 5 ans. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a là, en fait, c'est une élection passage de témoins. Il y a un train qui s'arrête, il y a un train qui démarre. Et je pense que si on avait différé les choses, c'était 5 ans de perdus.
Et ceux qui voient les choses sous l'angle de l'unité se trompent. Ils ne se trompent pas de rechercher l'unité, mais ils se trompent de rechercher l'unité de façon trop mécanique. L'unité, elle va se refaire au lendemain des élections présidentielles et des élections législatives, autour du mouvement qui incarnera la dynamique, qui incarnera l'avenir, au niveau de l'électorat d'abord, au niveau des militants, des cadres ensuite, dans un esprit d'ouverture et d'apaisement et de réconciliation. Mais encore une fois, si le MNR n'était pas présent, si je n'étais pas présent, on perdait 5 ans. Dans la perspective des législatives, est-ce que vous pensez que votre candidature, cette fois-ci, est aussi une façon d'asseoir en quelque sorte le MNR, de l'officialiser, il est déjà officiel, je veux dire, mais de lui donner la stature d'un parti vraiment intervenant dans les affaires du pays, et pouvant présenter des candidats. Est-ce que vous présenterez des candidats partout? Alors, on va présenter des candidats dans chacune des 577 circonscriptions législatives. Je puis vous dire qu'on a déjà investi à peu près 540 candidats, donc on est déjà pratiquement en ordre de bataille. Et effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en quelque sorte, l'unité de la droite nationale, elle se fait par un passage de témoins. C'est le MNR qui va prendre le relais. Et avec cette élection présidentielle, avec ces élections législatives, nous nous enracinons définitivement dans la vie politique française. Il n'y a pas de grand mouvement dont le président ne soit pas présidentiable. Il n'y a pas de grand mouvement qui ne présente pas des élections, des candidats dans toutes les circonscriptions législatives. Donc c'est ce que nous allons faire. C'est d'ailleurs en plus pour nous un impératif, je dirais, politique de présence systématique. C'est aussi un impératif, je dirais, de développement financier, puisque c'est aussi à partir des résultats aux élections législatives qu'est calculée la subvention d'État. Donc il y a un ensemble d'impératifs qui nous obligent, dans le cadre du développement de notre courant de pensée, de notre famille politique, à être présents à ces 2 élections. Vous avez évoqué à plusieurs reprises dans d'autres interviews dans la presse la différence, d'ailleurs assez remarquable, entre les résultats les scores que vous prêtent certains sondages et les scores qui sont réalisés sur le terrain, lors des élections diverses partielles qui se sont déroulées récemment. Alors, il est évident qu'on peut comparer que ce qui est comparable, mais tout de même, quel est votre sentiment aujourd'hui sur le mouvement, non pas le mouvement politique, mais le mouvement des idées en votre faveur ou en votre défaveur? Est-ce que vous avez l'impression que il se passe quelque chose? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça frémit? Alors, moi je pense, on pourra peut-être dire un mot des sondages tout à l'heure, mais c'est peut-être pas... c'est vrai que c'est quelque chose qui, surtout sur cette antenne, est largement développé, mais il est certain que sur le plan des idées, sur le plan du développement de notre courant politique, moi je sens énormément de facteurs positifs. Pourquoi? D'abord parce que les problèmes, hélas, s'aggravent. Je dis hélas, mais d'une certaine façon, je pense que ça n'est pas totalement négatif, parce que je crois, moi personnellement, je suis convaincu que la France va se sauver, mais qu'elle ne se sauvera qu'au bord du gouffre, et que pour y arriver, il faut sans doute s'en rapprocher encore un peu. Et c'est ce qui se passe, on peut le dire, avec le coup de gong du 11 septembre, est-ce que ça implique en termes de menaces islamiques, avec l'explosion de l'insécurité, avec le Stade de France, est-ce que ça a révélé en termes de menaces sur le terrain de l'immigration? Tout ça montre que les problèmes s'aggravent très dramatiquement. Deuxièmement, je crois que les Français prennent conscience de la gravité des problèmes et qu'ils sont de plus en plus nombreux à partager nos indignations, nos colères, à partager nos aspirations et nos espoirs. Je crois également que la classe politique continue inexorablement, avec beaucoup de constance et de détermination, à se discréditer dans l'opinion des Français. On voit bien que la campagne électorale va se centrer essentiellement sur les affaires. Je t'envoie du Schuller, je te renvoie du Teulade. Et puis, n'oublions pas enfin
que nos idées progressent un petit peu partout en Europe. Moi, je suis frappé de constater que beaucoup de ce qui est dans notre programme est actuellement en débat à l'Assemblée nationale italienne, est actuellement en vigueur dans la législation autrichienne ou est annoncé par le gouvernement danois. Donc, et même par le gouvernement britannique pour certains. Et même par le gouvernement britannique, absolument. Donc, si je mets tout cela bout à bout, avec le dernier élément qui est la rénovation de la droite nationale, eh bien, les problèmes s'aggravent, les Français se réveillent, la classe politique se discrédite, nos idées progressent en Europe, la droite nationale se rénove, les éléments se mettent en place pour un grand basculement politique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la France a été, à travers l'ancien Front National, à la pointe du combat national pendant des années. Nous avons été déplacés, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir, nous avons été dépassés par un certain nombre de pays étrangers. Il n'y a aucune raison qu'on reste en retard. On va reprendre notre place et il n'y a aucune raison que ce qui s'est passé, ce qui se passe dans un certain nombre de pays voisins ne se produise pas demain en France. Donc je crois qu'il y a toutes sortes de perspectives positives qui se présentent à nous et que nous avons le devoir de concrétiser et de réaliser. Je vous posais deux questions un peu semblables. Au niveau européen, est-ce qu'il y a des partis, des mouvements, des hommes dont vous vous sentez plus proche et lesquels ? Oui, alors, ce que je voudrais dire, moi, c'est que parce qu'il faut pas qu'il y ait de malentendus. Je crois que la France doit développer son modèle propre et avoir sa voix originale à elle. On ne peut pas dire ici que on va essayer de faire ce qui a été fait par Berlusconi et fini, ou bien de dire que non, c'est plutôt ce qu'a fait Haider en Autriche, ou plutôt ce qui a été fait par la danoise nationaliste là-bas à Copenhague. Je crois qu'il faut bien comprendre que ce qui se fera en France, ça sera original, avec une voix originale. Néanmoins, il est clair que ces trois pays me paraissent extrêmement intéressants. J'ajouterais ce qui se passe en Flandre avec nos amis du Vlaamsblok. Et d'ailleurs, à notre convention de Nice, nous avons eu des messages où la présence de gens du Vlaamsblok, de gens de l'Alliance nationale ou du FPO de Haider. J'ai d'ailleurs eu pour ma part l'occasion de me rendre en Autriche à l'invitation du journal Zur Zeit, qui est le grand journal proche du FPO, pour constater que il y a quand même beaucoup de points de connexion avec ces différents mouvements européens. Et maintenant, deuxième question, un peu parallèle, peut-être plus difficile. Est-ce qu'en France, il y a des hommes ou des partis dont vous vous sentez, je dirais pas plus proches, mais avec lesquels vous vous sentez plus d'affinité que d'autres ? Oui, écoutez, il y a bien évidemment ceux qui sont dans le champ de ce que j'appelle la droite nationale et républicaine. Bon, à commencer par le Front National, bien évidemment. Également le RPF de Pasqua, quoi qu'on puisse penser de Pasqua, il est certain que ceux qui sont dans son orbite sont quand même des gens qui, à bien des égards, pensent aussi comme nous, que ce soit également le MPF de Villiers, et puis des gens qui sont dans d'autres partis et qui, malgré tout, malgré ce que disent et ce que font leurs leaders, sont proches de nous. Donc il y a quand même toute une nébuleuse dont je crois pouvoir dire qu'ils sont proches de nous. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, si c'était le sens de votre question, l'équivalent de Berlusconi en France, ça c'est clair. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la droite nationale, dans son ensemble, a, entre guillemets, raté quelque chose en ne parvenant pas à faire ce que Chevènement semble être en train de faire, c'est-à-dire coaguler autour de lui des énergies, des volontés, des intelligences qui viennent d'azimuts complètement différents, opposés, voire antagonistes. Est-ce qu'il n'y avait pas une chance, notamment à travers vous, par exemple, de réaliser ce mouvement ? Moi je suis pour un rassemblement. Je suis pour l'ouverture, je suis pour la main tendue. C'est d'ailleurs ce que nous avons commencé à faire aux élections municipales, puisque sur les quelques 500 listes qu'on a présentées, enfin les 400 listes dans les grandes villes, il y en avait une trentaine qui étaient des listes d'union, d'ailleurs pas toutes dirigées par des membres du MNR, c'est la règle du jeu. Mais un rassemblement à la Chevènement, alors là je n'y crois absolument pas.
parce que je ne pense pas qu'on puisse mettre ensemble des gens qui sont radicalement opposés sur des questions fondamentales. C'est d'ailleurs toute l'ambiguïté de ce qu'on peut appeler le souverainisme. Moi, je suis pour la souveraineté nationale, mais le programme qui est le mien ne se réduit pas à la reconquête de la souveraineté nationale. Parce qu'au fond, la souveraineté nationale, ça n'est qu'un moyen. C'est simplement la capacité qu'on a à décider de son sort. Encore faut-il savoir ce qu'on veut faire une fois qu'on est en mesure à nouveau de décider de son destin. Et on voit bien autour de Chevènement que au-delà de la souveraineté, ensuite, les gens ne sont plus du tout d'accord. Quand vous avez, par exemple, d'un côté, monsieur Jean-Pierre Michel, le député chevènementiste qui est à l'origine du Pacs et qui milite pour l'adoption des couples, par les couples homosexuels, des enfants, et qui veut faire au fond du Pacs une forme de mariage comme le mariage traditionnel, et que de l'autre côté, vous avez monsieur Pinton, ancien de l'UDF, qui avait milité, lui, au contraire, contre le Pacs, organisé cette grande manifestation à Paris contre le Pacs à laquelle nous avions d'ailleurs participé. C'est vraiment le mariage c'est le cas de le dire, du feu et de l'eau, et ça se termine en fumée. Donc je crois que ça n'est pas jouable. Il y a un côté court du roi Péto là-dedans qui est assez étrange d'ailleurs. Et on peut pas croire une seule seconde que ça durerait au-delà d'un résultat, dans l'hypothèse assez invraisemblable d'une victoire à la présidentielle de Chevènement, on peut pas croire une seconde que ça résisterait. Tout ça. Ça se terminerait, comme chaque fois avec Chevènement, par la démission de Chevènement. Oui. Alors, donc, j'ajoute d'ailleurs qu'il faut quand même pas oublier que M. Chevènement est un homme de gauche. C'est même un ancien extrémiste de gauche, quand même. Le CRS, c'était quand même l'aile gauche du conglomérat socialiste mitterrandien, et que Monsieur Chevènement, c'est quand même un peu caricatural, a été ministre de l'Intérieur pendant 4 des 5 dernières années. Donc il est, avec Jospin, co-responsable de l'explosion de l'insécurité. C'est lui qui a régularisé 150 000 clandestins. Et c'est lui qui a encouragé l'installation, beaucoup plus que n'importe quel autre ministre de l'Intérieur avant lui, encouragé l'installation de l'islam sur notre sol. Autant de choses qui sont pas vraiment compatibles avec le discours sur la France, avec le discours sur la République ou avec le discours sur la sécurité. Ça donne vraiment l'impression de n'importe quoi. C'est-à-dire, quand on regarde la carrière de Chevènement, on a l'impression que c'est un personnage désarticulé, qui marche un peu, qui va un peu dans tous les sens, qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi. Absolument. C'est un ancien kémaliste. Enfin bon, il est un peu comateux, le personnage. Oui, mais ça, à la limite, c'est moins grave, je dirais, parce qu'on peut. Tant qu'il fait rien, il n'est pas dangereux. Mais le jour où il va s'y mettre, ça va devenir vraiment dramatique. Mais je ne pense pas, ceci dit, contrairement à certains, je ne pense pas que M. Chevènement puisse aller très très loin, parce que je pense que il y a quand même, heureusement, des règles en politique, des règles d'expérience. On peut tromper sur un coup. Alors oui, on peut faire un score, mais on ne peut pas tromper sur la durée. Et on ne peut pas faire une victoire politique sur une imposture complète. Ça me paraît difficile à concevoir. Moi, j'ai un nom quand même de victoire politique assez retentissante sur une imposture complète, mais je voudrais pas vous faire. D'accord. Bon, on vous mettre mal à l'aise, donc je ne citerai pas. Ce que je vous propose, c'est plutôt que d'énumérer les points du programme, parce que vous avez publié on peut appeler ça un programme, ce qui s'appelle « Pour remettre de l'ordre en France de A à Z », qui est une petite brochure qui tire bien dans la poche, qui est d'ailleurs fort bien faite et fort bien mise en page. Je le dis pour les gens qui l'ont fait, que je ne connais pas. C'est l'équipe du MNR. Enfin, que je ne connais pas, que je ne sais pas qui l'a fait, mais je trouve que c'est assez bien foutu. Et plutôt que de lire cette brochure, je vous propose de prendre des moments de l'actualité, des points de l'actualité, et de voir comment, à travers votre programme, quel regard on peut poser sur ces points d'actualité. Serge, sur ce que vous avez dit juste avant, j'ai 3 messages. Monsieur Maigret, que pensez-vous du documentaire « Les faces cachées de l'extrême droite en Europe » diffusé sur Arte hier soir? Dans cette émission thématique, c'était sur le néonazisme en Europe, on a vu un reportage sur vous. Et puis, dans ce film de propagande, nous dit un autre auditeur,
le MNR a été plusieurs fois cité et non le Front National. Est-ce que ce dernier ne serait plus concerné par les médias comme étant d'extrême droite ? Monsieur Maigret, ajoute cet auditeur, êtes-vous devenu libéral ? Je vois pas bien comment les choses s'enchaînent. Écoutez, je dois dire que j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que je n'ai pas vu cette émission. Il est clair que je ne me considère pas comme d'extrême droite. Notre mouvement se considère comme faisant partie de la droite nationale. Néo-nazi. Et encore moins comme néo-nazi, bien évidemment. Donc ça fait partie apparemment de ces amalgames tout à fait déplaisants. L'appellation néo-nazi, maintenant, il faut quand même savoir que ça commence pratiquement sous le trône de Saint-Pierre. Donc, parce que vous avez remarqué que, comme me le faisait remarquer Jean Ferré, il y a quand même une grande innovation dans l'histoire du monde depuis quelques jours. C'est-à-dire que jusqu'à une date récente, tout le monde pensait qu'il y avait eu un pacte germano-soviétique qui avait été signé entre les nationaux-socialistes et les socialistes internationaux en 1939 pour la conquête du monde. Apparemment, c'était pas ça du tout. C'était un pacte catholico-hitlérien ou hitléro-papiste dont Monsieur Costa-Gavras nous révèle tous les dessous immondes depuis quelques jours. Donc, c'est pas trop grave d'être traité de néo-nazi en ce moment, étant donné que même Pie XII pratiquement était le chef de la 5e colonne. Le plus drôle dans l'affaire, c'est que quand même, dans un passé, il n'y a pas si lointain, c'était les amis politiques de Monsieur Costa-Gavras qui étaient traités d'hitléro-trotskistes. On est toujours l'hitlérien de quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est la réduction ab hitléro. Et à ce sujet, d'ailleurs, je voudrais faire une autre remarque, parce que vous faites allusion au film qui a surtout défrayé la chronique par son affiche, où on voit une croix transformée en croix gammée. Moi, je peux, malgré le recours qui a été engagé par la griffe, la justice n'a pas donné suite, et je ne peux pas m'empêcher de rapprocher cette absence de réaction de la justice avec la condamnation qui est intervenue tout récemment en Alsace à l'encontre d'un conseiller régional, Monsieur Becker, qui a été condamné en première instance à 5 ans d'inéligibilité, pour avoir expliqué que l'islam et 18 mois de prison avec sursis pour avoir expliqué que l'islam était machiste. À peu près ça. Oui, c'est ça. Voilà. Ce qui est faux, d'ailleurs. L'islam n'est pas du tout machiste, tout le monde le sait. L'islam vénère la femme. D'ailleurs, les femmes afghanes peuvent en témoigner. Et pas seulement afghanes. Les femmes à peu près tous les pays islamistes peuvent témoigner d'une espèce de vénération, de respect extraordinaire dans lequel elles vivent. Et d'abord, dans Paris, on voit bien, d'ailleurs, la preuve qu'ils les aiment et qu'ils les respectent, c'est qu'ils les embobinent, enfin, ils les emballent à peu près comme on emballe un objet précieux. Il faut dire d'ailleurs que, comme le disait si poétiquement Chard dans l'un de ses dessins, les femmes afghanes sont complètement emballées par les talibans. Alors, la première affaire dont je voudrais que vous nous parliez, sur laquelle je voudrais que vous nous donniez votre sentiment, c'est ce drame qui est intervenu à la Seine-sur-Mer il y a quelques jours, cette petite fille qui a été violée par un immigré clandestin tunisien, ce qui a valu à cet immigré clandestin tunisien, parce qu'une fois il n'est pas tombé, pour une fois il n'est pas tombé sur une lopette, le père de la petite fille a pris son fusil, il est allé le couper en deux dans le café qu'il fréquentait habituellement. Alors on peut trouver que c'est des méthodes expéditives. Enfin, je voudrais voir votre sentiment sur cette affaire. Alors, mon sentiment, c'est facile de le connaître puisque j'ai pris la peine de me déplacer personnellement à Toulon, où je suis allé apporter mon soutien à ce jeune père de famille de 35 ans, Monsieur Ferrer, qui est par ailleurs artisan plâtrier, je crois, appartenant à une vieille famille de la Seine-sur-Mer, bien connue des habitants de la ville. Et je suis allé lui apporter mon soutien, non pas bien sûr que j'approuve son acte, mais je le comprends et je considère que c'est lui qui est la victime et qui est la victime de la classe politique, des responsables politiciens, au moins pour 2 raisons majeures.
c'est que si les politiciens appliquaient les lois, même les lois actuelles, je ne parle même pas de celles qu'il conviendrait de faire voter, mais même si les lois actuelles étaient votées et étaient appliquées, eh bien cet immigré clandestin tunisien qui est le violeur de sa petite fille aurait été expulsé, n'aurait donc pas pu commettre ce crime et l'affaire n'aurait pas eu lieu. Si d'autre part la justice était juste, si elle punissait les coupables, si elle apportait réparation aux victimes, eh bien, M. Ferrer, lorsqu'il a entendu sa petite fille lui dire « Papa, venge-moi », il aurait songé à aller au commissariat de police ou chez le procureur de la République, ayant confiance dans la justice de son pays, et il n'aurait pas pensé à aller se faire justice lui-même. Il y a un autre aspect, pardon de vous couper, dans cette affaire, puisque vous parlez de la culpabilité de la justice dans ce drame. Le drame étant pour moi le viol de la petite fille, ça c'est bien clair. Bien évidemment. Il y a un autre aspect, c'est le fait que on nous rebat les oreilles depuis des mois là, avec cette histoire, avec l'histoire de la présomption d'innocence. Et on nous dit, on a remis en liberté récemment un gros trafiquant de drogue, et on a mis M. Ferrer en prison. Or, en droit, la détention de Ferrer ne se justifie absolument pas, puisqu'il ne conteste pas son geste, et il n'est pas susceptible donc de faire disparaître des preuves de son geste, et d'autre part, il n'est pas susceptible de récidiver ou d'éliminer des témoins. C'est le troisième scandale dans cette affaire. Le troisième scandale ahurissant, c'est qu'effectivement, la justice, qui a récemment relâché des trafiquants de drogue, des violeurs, parfois condamnés à 14 ans de prison ferme au lendemain de leur condamnation, a refusé sa liberté conditionnelle à M. Ferrer, alors qu'en effet, comme vous le dites, il offrait toute garantie. C'est même lui qui est allé spontanément, après son geste, se constituer prisonnier auprès des forces de police. Et il est resté en prison. Sa petite fille l'attendant toujours à la sortie du tribunal. Et est-ce que vous ne croyez pas quand même que là, il y a un signe dans la façon dont cette affaire s'est déroulée par la suite? Il y a un signe de l'apathie, de la démission du peuple français lui-même, c'est-à-dire des citoyens français. Parce que une affaire comme ça, normalement, il devrait y avoir un piquet de grève à l'américaine devant la prison, 24 heures sur 24, des gens qui tournent en rond en brandissant des pancartes, libérer M. Ferrer. Enfin, ça me paraît évident. Alors, il y a eu quand même, il faut le reconnaître, il y a eu un courant de sympathie et de soutien envers M. Ferrer qui a été tout à fait spectaculaire, puisqu'il a reçu des milliers de pétitions pour demander sa libération. On ne peut pas dire que, disons, les Français n'aient pas réagi. Alors bien sûr, ça n'a pas eu d'effet, et ça n'a pas eu l'effet qu'on en espérait. Je vais vous dire pourquoi ça n'a pas eu l'effet. C'est au nom de l'ordre public que M. Ferrer est resté en prison. C'est pour le protéger, probablement. Pour le protéger, soi-disant. C'est-à-dire, en réalité, parce qu'on a cédé à la pression des amis du violeur, qui, comme à leur habitude, menaçaient de tout casser si l'intéressé était relâché. Ça nous amène, oui. Je note une chose, c'est que certains journaux que je ne citerai pas ont parlé de l'affaire de M. Ferrer en disant il a tué le violeur présumé de sa fille. Or, je constate que les mêmes journaux, quand il y a eu une affaire où un jeune Français avait tiré en l'air donc à Toulon, à la Seine-sur-Mer, où un jeune Français avait tiré en l'air pour se protéger d'une bande de jeunes qui étaient en train de l'agresser à coups de barre de fer, lui, je peux vous dire que les mêmes journaux ne l'ont pas déclaré présumé agresseur. Bien sûr. Il a été agresseur tout court. À propos pour rester sur l'affaire Ferrer ou les environs de l'affaire Ferrer, il est évident, vous venez de le souligner, qu'il a été maintenu en prison pour calmer la racaille qui naturellement prenait parti pour le violeur qu'il a coupé en deux. Et ce véritable chantage aux incidents et à l'émeute, on en voit aujourd'hui une autre preuve, on en a vu tout récemment, hier, une autre preuve à Évreux, où parce qu'un trafiquant de drogue était mort en garde à vue, parce qu'il avait avalé des capsules contenant de la cocaïne, dont une s'était rompue dans son estomac, donc il est heureusement mort, ça c'est pas volé, eh bien à cause de ça,
toute la racaille d'Évreux et de la région d'Évreux a mis la ville à feu et à sang. Chose dont parle, d'ailleurs, je le souligne, pratiquement uniquement à la une, le journal gratuit Métro, qui est remarquablement bien fait. On le regardait tout à l'heure avec Fersan. C'est des gens qui pourraient donner des leçons à beaucoup de journalistes ou prétendus tels qui font des journaux à vendre. Enfin, non pas à vendre, parce qu'ils sont vendus depuis longtemps. Mais c'est simple, quand j'ai lu Métro, j'ai pensé immédiatement, j'ai cru sur le moment que c'était un quotidien du soir, et je me suis dit, tiens, ils ont amélioré la mise en page et la qualité des articles. Oui. C'est-à-dire, pour une fois, ils nous en donnent pour notre argent. Là, et donc, à Évreux, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Absolument. Mais la ville a été littéralement mise en état de siège. Les quartiers de la Madeleine, de Nétreville ont organisé des échauffourées, des dizaines de véhicules brûlés, cassés, des vitrines brisées. Et alors, chose extraordinaire, quand on voit ce qui se passe quand il y a une manifestation de la droite nationale à Paris, ou ailleurs d'ailleurs, là, il n'y a pas eu une interpellation. C'est-à-dire que pendant des heures, pendant une nuit entière, des commandos d'une dizaine de jeunes ont cassé, brûlé, saccagé, détruit, pillé. Il n'y a pas eu une arrestation. Aucune interpellation n'a été effectuée lors de ces affrontements qui ont duré plus de 3 heures. Les manifestations qui opéraient par groupe de 10 étaient munies d'engins incendiaires et de battes de baseball. Ces violences font suite au décès d'un jeune homme de 26 ans mort d'overdose après la rupture de l'enveloppe d'un certain nombre de sachets de cocaïne qu'il avait avalés dans l'enceinte du commissariat d'Évreux. Ça, qu'est-ce que vous voulez, j'aurais pu avaler des bonbons Haribo, c'est moins dangereux quand même. Mais ça se vend moins cher. Je crois que tout ça est parfaitement révélateur, d'une part, bien sûr, du laxisme total des autorités, du gouvernement et de la classe politique. C'est aussi révélateur d'un autre phénomène dont il faut avoir conscience. C'est qu'il ne s'agit pas là seulement de délinquance ordinaire de droit commun. Il y a derrière ça quelque chose qui, je crois, est également extrêmement inquiétant. C'est que il y a la volonté de mettre en échec l'État français dans une démarche, je dirais, de conquête. Lorsque les jeunes empêchent les forces de police de pénétrer dans un quartier, s'en prennent aux pompiers, s'en prennent aux agents de l'EDF ou des télécoms, c'est du droit commun, mais c'est aussi la volonté de prendre le contrôle d'un territoire et d'empêcher, en effet, la souveraineté nationale française de s'exercer sur ce territoire. Alors c'est vrai qu'il ne s'agit pour l'instant que de pâtés de maisons, de groupes d'immeubles, de quelques tours, ce sont des cités, mais justement, ces fameuses cités de non-droit, ce sont des cités où la souveraineté nationale est rejetée, et c'est donc une démarche de conquête. Et lorsque les jeunes d'Évreux s'en prennent là aussi aux forces de police et aux représentants de l'ordre parce que l'un des leurs est mort, c'est une démarche, je dirais, militaire, c'est une démarche guerrière, c'est une démarche d'affrontement de civilisation, c'est une démarche d'un camp contre l'autre. À propos des cités, des zones de non-droit que vous venez d'évoquer, dans le programme pour remettre de l'ordre en France de A à Z, vous proposez, je dirais de façon presque prémonitoire, l'abandon de la politique de la ville qui a échoué. Or, on sait que la politique de la ville vient d'être dénoncée, et avec quels arguments et quelle vigueur par la Cour des comptes qui dit on a dilapidé des milliards, on a filé de l'argent à n'importe qui sans aucun contrôle, sans aucune surveillance, sans aucun compte, et le résultat est absolument nul. Donc, exactement. Alors, abandonner la politique de la ville, c'est une chose, mais la remplacer par quoi? Mais vous savez, moi j'en ai fait avec mon épouse et nos amis de Vitrolles l'expérience concrète. Lorsque nous avons gagné les élections à Vitrolles en 97, on a immédiatement supprimé tout ce qui relevait de la politique de la ville. Alors on a licencié les animateurs d'atmosphère, les agents d'ambiance, les éducateurs de rue, les éducateurs de cours, etc. Et on a recruté à la place des policiers municipaux. Et j'en garde encore le souvenir, lorsque nous avons fait cela, le préfet de police de Marseille nous a appelés catastrophés.
vous ne vous rendez pas compte, vous jouez les apprentis sorciers, la ville va exploser, c'est impossible, faites attention, je vous aurais prévenu, ne faites pas ça. Bon, nous avons appliqué notre programme, on l'a fait, il ne s'est absolument rien passé de ce qu'il annonçait, et au contraire, l'insécurité a diminué. Donc, à petite échelle, dans une ville de 40 000 habitants, nous avons fait exactement ce que je propose de faire aujourd'hui en tant que candidat à l'élection présidentielle à l'échelle du pays, rayer d'un trait de plume la politique de la ville et les 35 milliards de francs que ça nous coûte chaque année. Et c'est exactement, à mon avis, la somme qu'il est nécessaire de consacrer pour renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie, dont le budget global est de 60 milliards de francs. Si on augmentait ce budget de 50%, vous pensez que la police et la gendarmerie auraient enfin les moyens et les effectifs suffisants et les moyens d'agir pour faire correctement son travail. Il faudrait en plus, bien sûr, changer les lois, parce que ça, c'est le deuxième volet que nous proposons. Aujourd'hui, les lois sont faites pour protéger les voyous, il faut maintenant des lois pour les punir. Et la loi Guigou est quand même absolument extraordinaire de ce point de vue. C'est, je crois, ça restera dans l'histoire de notre pays comme le monument emblématique du laxisme pénal. Une loi faite pour protéger les voyous. Et je voudrais quand même rappeler... Mais surtout les voyous politiques. C'est ce que j'allais dire. À partir de voyous, c'est ce que j'allais dire. Cette loi, c'est ça qui est extraordinaire. Cette loi a été votée par les socialistes, les communistes, les écologistes. D'accord, tout le monde le sait. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le RPR, tous les députés RPR pratiquement sans exception, ne se sont pas opposés à cette loi, ils n'ont pas voté contre, et que M. Chirac l'a signée en tant que président de la République, comme toutes les autres lois socialistes, mais celle-là notamment. Et c'est vrai que, pourquoi est-ce que cette loi est passée si facilement ? Parce que lorsqu'on parle de protéger les voyous, ces gens-là se mettent à penser à eux. Ils se disent, ça pourrait toujours servir. Mais on en voit on voit bien comment ça s'est passé. Il y a eu d'un seul coup, pour des raisons d'ailleurs étranges, des tas d'hommes politiques qui se sont trouvés en prison. Et puis pas des moindres. Ensuite, au bout de quelques mois, on a découvert que les conditions de vie carcérale en France n'étaient pas ce qu'on pouvait espérer. Effectivement, c'est vrai que... Et alors, ça, tous ces gens-là qui étaient au pouvoir depuis 30 ou 40 ans ou 50 ans, ils ne savaient pas qu'en prison, on était mal. Oui. Alors, il a fallu qu'ils y aillent pour découvrir qu'effectivement, c'était pas un endroit confortable. Alors, du coup, ils se sont dit, il y a deux solutions. Ou on améliore les prisons, la vie dans les prisons, ce qui serait quand même, à mon avis, la moindre des choses, et ça coûterait moins cher, enfin, ça coûterait pas trop cher, mais c'est assez mal vu de la population, qui dit pourquoi vous donnez du fric pour ces gens qui sont en tôle, après tout, c'est pas des colonies de vacances. Donc, on va pas faire ça, on va plutôt faire une loi pour essayer d'éviter d'y aller. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ça. C'est pour ça que lorsque je les vois maintenant faire des rodomontades sur le thème de l'impunité zéro ou de la punition des délinquants et des criminels, je trouve ça énorme. Et je vois pas comment on peut, il y a un an, être partisan du laxisme total et aujourd'hui de l'impunité zéro. Oui, c'est pas sérieux. Ça les arrête pas. Il y a d'ailleurs, à propos de rodomontade, une anecdote qui est racontée par Jean Cochet dans le présent, qui s'est déroulée au cours de la visite de Jospin au Salon de l'Agriculture. On va en parler tout de suite puisque vous en venez. Et alors, voilà ce que raconte Cochet. Tout ne fut pas rose pour Jospin dans ce Salon de l'Agriculture où il a été notamment interpellé par un restaurateur qui pratique la grève de la TVA. Mais alors là, pas de laxisme, c'est sur un ton froid et cassant, avec de la colère et du mépris dans le regard, que Jospin a répliqué. Monsieur, je désapprouve fortement votre mouvement et mon gouvernement ne restera pas sans réagir, certains le constateront bientôt. Point, fermez les guillemets. Autrement dit, en France, vous pouvez tout faire, foutre le feu aux voitures. À Évreux, on n'arrête personne. Mais si vous faites la grève de la TVA, alors là, Jospin, d'un seul coup, il se réveille. Il dit, non, pas de salisette. Ils vont terroriser les grévistes de la TVA. C'est typique de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est une société à deux vitesses. La justice implacable pour les honnêtes citoyens, le laxisme le plus total pour les voyous. Alors, dans le train, la personne âgée sera contrôlée et sévèrement sanctionnée et paiera son amende si elle n'a pas payé.
la bande de voyous qui sème la pagaille dans le wagon d'un côté, on le contrôlera même pas. Et là, le plus gros, c'est que là, Jospin, par ce geste, vient absolument de prouver qu'il était trotskiste, puisque c'était exactement la politique de Trotsky en 17. Les voyous, on en faisait des soldats de l'armée rouge, et les honnêtes commerçants, c'était le goulag. Est-ce qu'on donne la parole aux auditeurs tout de suite? Parce que j'ai d'autres questions, je vous vois en train de classer... C'est-à-dire je les range, oui. Non, alors continuez à ranger, on fera ça après. Je parlais, bon ça n'a rien à voir, mais c'est... Je voudrais que cet entretien permette d'avoir une idée de votre projet, oui, de ce que vous voulez faire, etc. Et j'évoquais à l'instant l'existence de ce journal qui s'appelle Métro, journal gratuit. Est-ce que vous avez une réflexion sur la presse gratuite? Qu'est-ce que vous pensez de l'existence de journaux gratuits, de journaux d'information gratuits? Disons que je ne suis pas fait encore réellement une doctrine sur la question, mais mon sentiment, c'est de considérer que plus il y a de diversité et de pluralisme, mieux c'est. Alors, je ne suis pas certain, en effet, que les journaux qui sont exclusivement financés par la publicité, ça soit une garantie d'indépendance, mais comme on constate que les autres journaux qui sont censés être financés, en tout cas en partie par leurs lecteurs, ne sont pas plus indépendants, j'ai tendance à penser que ça va dans le bon sens. Quand je vois aussi d'ailleurs la réaction extrêmement agressive de certains journaux de la presse, du système, à l'encontre de ces journaux gratuits, j'ai tendance à dire que ça va plutôt dans le bon sens. Et si je regarde ce qui se passe dans ma région, c'est-à-dire à Marseille, où il y a un monopole épouvantable de ce journal qui s'appelle La Provence et qui impose un totalitarisme comme j'en ai rarement vu dans notre pays sur le plan politique, je me réjouis qu'un journal gratuit vienne un peu mettre en cause ce monopole insupportable. Mais ce totalitarisme, il est général en France. Je ne sais pas si les Français se rendent compte du degré d'asservissement des institutions en général en France. Il y a un exemple qui vient d'être donné là, tout récemment. Philippe Alexandre a écrit un livre sur Madame Aubry, qui est un livre qui n'est pas un livre à la gloire de Madame Aubry. C'est pas non plus un pamphlet, parce que Philippe Alexandre, c'est quand même pas un pamphlétaire virulent, mais c'est un papier qui dit, voilà, qui est le personnage d'Aubry. Et surtout qui rend public des propos que Aubry a l'habitude de tenir, tout le monde l'a entendu, enfin tous ceux qui y ont fréquenté cette femme l'ont entendu, quand elle déteste tout le monde, à commencer d'ailleurs par ses amis, qu'elle traite de nul à longueur de journée. Elle dit que Jospin est un imbécile, que Chevènement est un crétin, que Moreau est un taré, enfin bon. Et alors Alexandre raconte ça. Alors Aubry, folle de rage, a réuni son équipe et a étudié la question de porter plainte en diffamation, et finalement ils ont décidé que c'était pas nécessaire de faire de la publicité au livre de Philippe Alexandre, et que par conséquent on n'allait pas le poursuivre. Mais Philippe Alexandre a appris que la foire au livre d'un faubourg de Lille à laquelle il devait participer avait fait savoir, les organisateurs avaient fait savoir à son éditeur que monsieur Alexandre n'était pas le bienvenu et que cette invitation était annulée. Il faut savoir une chose, c'est que ça n'est pas la ville de Lille, ça n'est pas le maire de Lille, puisque ce faubourg de Lille a un maire de droite, d'hiver droite. Et qui a dit, oui, effectivement, j'ai décidé d'annuler l'invitation à M. Alexandre parce que je ne tiens pas à participer à la polémique politique. Enfin, c'est extraordinaire. Incroyable. Alors, Alexandre a dit une chose tout à fait vraie, il dit, bah oui, c'est la Corée du Nord. Oui, et oui. Voilà. Mais il y a une phrase de Marchais, à l'époque où il sévissait encore, et à l'époque où l'Union soviétique existait encore, qui me paraît bien représenter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il parlait pas de la presse, mais il parlait de l'édition, et c'est à peu près pareil. Le journaliste lui posait la question, Monsieur Marchais, est-ce qu'en Union soviétique, n'importe qui peut se faire éditer? Et Marchais répond, bah bien évidemment, liberté totale, à condition de trouver un éditeur. Eh bien, oui, et encore, c'est un avantage sur la France. Parce qu'en France, vous avez des gens qui, même s'ils ont un éditeur, ne peuvent pas être publiés. Je ne citerai pas leur nom à cette antenne pour ne faire de peine à personne, mais je pense que c'est un sujet qui est connu d'à peu près tout le monde. On voit très bien de qui je veux parler. Là, je signale, ça n'a rien à voir que...
je vais lire vous permettez, Bruno Maigret, je fasse une annonce. C'est votre émission, oui, je vous en prie. Comme je vous reçois, je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir, je le répète. Dans le cadre de l'intérêt suscité par l'affaire du film Amen de Costa Gavras, la réédition a été décidée d'un livre intégral, la réédition intégrale d'un livre publié en 65 par les éditions de la Table Ronde, Opération Vicaire, le rôle de Pie XII devant l'histoire, aurait été analysé de façon exhaustive et scrupuleuse le rôle du Vatican pendant la guerre, complété d'un dossier sur la nouvelle opération en cours, Amen de Costa Gavras. Par correspondance uniquement, le prix est de 16 € net, port compris, et vous pouvez adresser vos commandes directement à l'éditeur de cet ouvrage, Opération Vicaire, le rôle de Pie XII devant l'histoire. Alors, l'éditeur, c'est monsieur Pierre Guillaume, qui n'est pas le commandant Guillaume, je le précise. Pierre Guillaume, boîte postale 98 75 223 Paris, CEDEX 05. Boîte postale 98 75 223 Paris, CEDEX 05. Chèque à l'ordre de Pierre Guillaume. 16 €, port compris. Voilà, ça, c'est voilà un éditeur qui édite ce qui lui plaît, et ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais enfin, on n'est pas sur Terre pour faire plaisir à tout le monde. Peut-on parler de la liberté de la presse en France alors qu'il y a un monopole de la distribution, mais qui est peut-être en train de changer? Il n'y a pas vraiment un monopole de la distribution, c'est pas tout à fait exact. Il y a une forme de monopole de la distribution par les nouvelles messageries de la presse parisienne, mais tout ça va changer, bien entendu, parce que ça peut pas tenir longtemps. Revenons aux questions d'actualité. On a récemment annoncé que, tout récemment, il y a 2 jours, que le mois de janvier, l'inflation en France au mois de janvier avait été de 0,5%, c'est-à-dire 5 fois supérieure à ce qu'elle était en général depuis plusieurs années, et on a reconnu que c'était probablement dû à la mise en place de l'euro. Je rappelle que sur CNN, je l'ai dit déjà plusieurs fois à ce micro, les évaluations étaient légèrement différentes. Certains économistes américains évaluent la réalité de l'inflation pour le mois de janvier dans ce qu'ils appellent l'Euroland, la zone euro, à 2,5%. C'est-à-dire 5 fois plus que ce qui est avoué en France. Mais comme, en même temps, on apprend aujourd'hui que les évaluations qui avaient été livrées par les ministères compétents des conséquences de l'explosion de Tchernobyl sur la France étaient 10 000 fois inférieures à la réalité, on a de bonnes raisons de croire que l'inflation peut être 5 fois inférieure à la réalité quand elle est avouée par le pouvoir. Voilà. Donc, je touche ce long préalable pour vous poser la question. Est-ce que, selon vous, premièrement, la mise en place de l'euro est une réussite, comme tout le monde le dit? Deuxièmement, est-ce que l'euro est une bonne chose, maintenant? Et troisièmement, est-ce que l'Europe est une bonne chose? Alors, s'agissant de l'euro, il est clair que, disons, le passage du franc à l'euro s'est fait dans des conditions relativement bonnes. Je crois que ce serait assez malhonnête de dire le contraire, mais ça n'a rien d'un exploit. C'est quelque chose qui, somme toute, est quand même assez simple à réaliser. Oui, je dirais que quand on arrête l'ascenseur, il ne faut pas s'étonner que les gens prennent l'escalier sans râler pour rentrer chez eux. Bien évidemment. Ils n'ont pas tellement le choix. Bien évidemment. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà, ça n'est pas parce que les Français très vite sont passés à l'euro que cela révélait de leur part un enthousiasme pour l'euro. Simplement, les Français sont des gens pratiques, intelligents. Ils savent ils ont compris très vite que pour que ça se passe au mieux, il fallait très vite passer d'une monnaie à l'autre. Et quand quand j'ai entendu certains commentateurs parler d'euphorie en matière pour l'euro, c'est aussi stupide que si on disait regardez comme les Français aiment payer leurs impôts, ils se précipitent pour déposer leur feuille d'impôt avant la date limite. Bah oui, c'est exactement la même chose. Donc passons sur cet aspect purement technique. C'est quand même heureusement encore possible pour l'État français de réussir une opération technique de ce type, surtout qu'ils ont mis 5 ans pour s'y préparer. Alors ceci étant, la vraie question bien sûr c'est de savoir si l'euro est utile et si l'euro va nous apporter les avantages qu'on était censé en attendre. On constate qu'aucun de ces avantages n'est venu. On constate, comme vous le soulignez, que l'inflation par contre est au rendez-vous. On constate
que la monnaie européenne n'a cessé de dégringoler face au dollar et donc n'est pas l'instrument de contrepoids face à la devise américaine qu'on nous avait annoncée. Et on commence à voir de façon plus structurelle, plus fondamentale, les difficultés qui peuvent résulter pour les États de ce carcan monétaire unique. Et paradoxalement, c'est pas chez nous que ça se manifeste le plus, mais paradoxalement, c'est en Allemagne que ça se produit. Avec la difficulté que rencontre actuellement l'économie allemande, l'explosion du chômage, la nécessité dans laquelle se trouve le gouvernement allemand de relancer la machine économique, le désir qu'il a de creuser un déficit budgétaire, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de le faire, sauf à devoir payer une pénalité budgétaire considérable à l'Europe, ce qui aurait à nouveau des effets catastrophiques. Et on voit bien comment l'économie allemande se portant plus mal aujourd'hui que d'autres économies européennes est dans une situation bien plus difficile que si les Allemands avaient conservé leur marque et leur autonomie monétaire. En clair, ce que nous avions toujours dit, à savoir que faire une monnaie unique sur une zone économique qui n'est pas homogène, ça empêche ensuite les ajustements de se faire et ça conduit les économies à s'ajuster sur des facteurs autrement plus pénalisants que la variation d'un taux de change. Donc il y a là certainement pas mal de difficultés devant nous. Mais ça doit faire partie du calcul. L'objectif, c'est évidemment de faire disparaître ce qu'on appelle la souveraineté, mais en tout cas la capacité d'initiative nationale à travers le régulateur en forme de verge de la monnaie unique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune possibilité de moduler une politique budgétaire nationale, et ça veut dire plus aucune possibilité d'aucune politique nationale. Oui, enfin, il reste quand même quelques leviers, mais c'est vrai qu'ils sont sérieusement diminués. L'ampleur des manœuvres est sérieusement diminuée, c'est indéniable. Alors un argument qu'on entend maintenant de plus en plus, y compris d'ailleurs au sein de la droite nationale, c'est au fond, est-ce que l'Europe n'est pas le seul moyen pour des pays comme le nôtre, comme la France, comme l'Allemagne, qui sont quand même des puissances de deuxième niveau par rapport, voire de troisième niveau par rapport aux États-Unis, le seul moyen de se donner une voix face aux États-Unis. Oui, alors je pense que là, il faut avoir des idées très claires, parce que c'est une question où on fait facilement régner la confusion. Je constate, moi, que l'Europe de Bruxelles, parce que l'Europe, ça existe depuis des millénaires. Donc, la réalité géographique, humaine et de civilisation est une notion qui n'est pas à construire, est une notion qui existe depuis de très nombreux siècles. Donc, la construction bruxelloise de l'Europe, de l'Union européenne, est, je le dis, quelque chose de néfaste, parce que cette Europe est à la fois bureaucratique, antidémocratique, c'est-à-dire privant les peuples de leur capacité à décider eux-mêmes de leur destin, et mondialiste, plaçant l'Europe sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Donc c'est un système qui établit un carcan très fort, tellement fort qu'il y a maintenant moins de différences entre les États européens sur le plan juridique qu'il y en a entre les États des États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, vous avez des États qui ont la peine de mort, d'autres n'en ont pas. En Europe, c'est absolument impossible. Bon, ça n'empêche pas les États-Unis de fonctionner comme un ensemble cohérent avec, à l'extérieur, une forte efficacité. Donc, cette Europe-là impose des contraintes terribles sans nous apporter le moindre avantage. Et par conséquent, elle est effectivement très malsaine. Alors nous, ce que nous proposons, ce que je propose dans mon programme présidentiel, c'est de modifier tout ça et de construire, d'organiser plutôt, le mot, c'est plus un problème d'organisation de la famille des nations européennes, d'organiser une coopération dans le respect de la souveraineté des États, empêchant toute structure européenne de s'occuper de façon tatillonne de tout et de n'importe quoi, mais par contre focalisant les choses sur des objectifs stratégiques qui en effet peuvent nous redonner un minimum de puissance, un minimum d'influence dans le monde. Et il y a un exemple qui me paraît évident.
c'est la nécessité de supprimer l'OTAN, qui ne sert plus à rien, puisque l'Union soviétique a disparu, le pacte de Varsovie a été dissous, et que l'OTAN ne sert plus aujourd'hui, si, ça sert encore à quelque chose, mais de très néfaste, ça sert à placer les pays européens sous la tutelle politique et militaire des Américains. C'est le faux nez des États-Unis. Faisons à la place une alliance militaire européenne, je dis bien une alliance, il ne s'agit pas de faire une armée intégrée européenne, chaque pays conserve son armée, mais comme ça a été le cas à maintes reprises dans l'histoire de l'Europe, on fait une coalition, on fait une alliance, et on peut ainsi, parce que ne l'oublions pas, l'Europe des 15 est aussi peuplée et aussi riche, et plus peuplée et aussi riche que les États-Unis d'Amérique. Comme pôle de puissance potentielle, c'est l'équivalent. Donc, effectivement, sur le terrain militaire, par exemple, cette alliance militaire pourrait parfaitement contrebalancer la puissance américaine et contribuer à rééquilibrer le monde. Cet ensemble européen pourrait être aussi sur le terrain international, je dirais, une force diplomatique pour essayer, et je pense pour obtenir, que on substitue au nouvel ordre mondial américain un autre schéma d'organisation des relations internationales, moi que j'appelle le nouveau concert des nations, au lieu de vouloir détruire les frontières et organiser une espèce d'intégration planétaire sous la houlette d'organisations multilatérales contrôlées en sous-main par les États-Unis d'Amérique. Faisons en sorte que chaque nation reste souveraine sur le sol qui est le sien, dans la fidélité à ses traditions, à son identité, à ses valeurs de civilisation, et organisons l'harmonie entre les nations. C'est un autre modèle qui serait autrement plus efficace et plus porteur de paix que le schéma des Américains actuels. D'autant plus qu'une armée européenne n'est pas à la limite une fin en soi, parce qu'il faut savoir que les États-Unis, un siècle après leur indépendance, donc je fais allusion à la guerre contre l'Espagne en 1898, chaque État membre des États-Unis à l'époque avait son armée, puisque à l'époque on parlait pas de, quand les États-Unis sont intervenus en Espagne, c'était le 47e régiment de l'État de New York, le 6e régiment de l'État de l'Alabama, et chaque État fournissait un quota dans l'armée américaine. Donc à la limite, la défense n'est pas une fin. On peut avoir, chaque pays européen peut garder son armée tout en ayant une certaine, entre guillemets, unité dans le commandement. Exactement. Bruno Maigret, merci. Juste à côté de vous, quelqu'un que vous connaissez, je crois, qui s'appelle Philippe Schletter, qui est quelque chose au MNR, directeur du mouvement national de la jeunesse, c'est ça ? Absolument, et également responsable des relations extérieures du MNR. Alors, vous êtes venu nous faire un point technique, je crois. Oui, un petit point technique tout simplement puisque la transition que vous aviez faite, elle n'est certainement pas innocente sur le schéma européen, était simplement de rappeler que, vous le savez, nous avons eu notre convention présidentielle à Nice ce week-end, et au cours de cette excellente convention, nous avons annoncé, et j'ai pu annoncer, le soutien déclaré, soit par des messages, soit par des présences physiques, d'un certain nombre de représentants de partis nationaux européens qui sont venus apporter leur soutien à la démarche que nous construisons en France, et puis témoigner, s'il en fallait, de la convergence de vues à situation interne comparable, la convergence de vues quant à la manière de porter au pouvoir des droites nationales dans une Europe qui est celle dont nous parlons, à savoir une Europe des identités et de la puissance. Vous êtes très jeune. Oui. Directeur du mouvement national de la jeunesse. J'ai 29 ans. 29 ans, oui, c'est ça. Vous êtes très jeune pour un vieux comme moi. Alors, je voudrais vous poser deux questions. La première, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui motive plus exactement votre engagement politique en général ? Le fait qu'à 29 ans, aujourd'hui, un jeune homme puisse entrer en politique, quel est le motif ? Parce que c'est quand même, ça devient exceptionnel. Puis la deuxième question qui découle de la première, pourquoi avoir choisi le mouvement national ? Écoutez, je crois que ce n'est pas une coïncidence qu'au MNR, aujourd'hui, le responsable des jeunes soit également celui qui serve de trait d'union avec nos partenaires européens. Je crois que c'est pas un hasard, puisque la donne politique nationale et internationale telle que nous avons pu la connaître et la reconnaître à partir des grands Big Bang, notamment celui du 11 septembre. Cette situation fait que l'avenir des peuples européens passe par une vision résolument jeune et moderne des clivages politiques actuels.
actuelle passe par le fait que les mouvements de droite nationale dans tous les pays d'Europe, c'est le cas au Danemark, c'est le cas en Autriche, c'est le cas en Italie, c'est le cas même en Suisse, et c'est toute la vocation de ce que nous voulons réussir en France. C'est le cas également d'une certaine manière en Russie. Ces partis de droite nationale, ces mouvements populaires de droite nationale qui sont, pour certains au gouvernement, ont cette vision radicalement moderne des enjeux européens, qui sont des enjeux qui ne sont pas du tout ceux sur les clivages idéologiques forts du XXe siècle, qui sont des enjeux du choc de civilisation aujourd'hui. Et quand nous parlons de choc de civilisation, nous appelons donc à une réponse de civilisation qui est une réponse globale, qui sera la réponse globale de l'Europe. Et la France a son rôle à jouer, et c'est pour ça que nos partenaires, nos futurs partenaires, nous ont rendu visite à Nice. Je pense que c'est pour ça. Question personnelle, est-ce que vous ne croyez pas que... Est-ce que vous avez l'impression plutôt que l'enthousiasme européen que vous manifestez, parce que vous êtes attaché, ça se sent très bien, au projet européen, est-ce que c'est pas un truc un peu personnel? Parce que je crois savoir que vous êtes un cocktail de sens européen. Vous savez, si je voulais être très précis, il y a du germanique, j'ai fait mon petit calcul, je suis un immigré de la 16e génération, venant de Rhénanie et parfaitement assimilé, et ayant même perdu ma langue maternelle, ce qui me pénalise d'ailleurs dans mes échanges internationaux, puisque j'essaye tant que faire se peut d'éviter l'anglais, qui n'est pas la langue la plus européenne, bien qu'elle soit la langue la plus internationale. Mais qui est quand même un peu votre langue maternelle. Mais qui est aussi ma langue maternelle par une autre côté. Je vois que vous êtes bien renseigné, mais je crois effectivement que quand on regarde les exemples étrangers que j'ai cités, on peut citer que ce soit nos amis flamands, puisque le Vlaams-Blok était présent à notre convention en la personne de Philippe de Winter, qui est le président du groupe des députés flamands au Parlement flamand, qui est la figure de proue du Vlaams-Blok dans la ville d'Anvers, où il réalise d'excellents scores, qui fait que toute la classe politique se ligue contre lui. Quand on voit Philippe de Winter, quand on voit Andreas Mölzer ou Jörg Haider du FPE, quand on voit la nouvelle classe politique de l'Alliance nationale ou de la Ligue du Nord, quand on voit Pia Kjaersgaard, la présidente du Parti du peuple danois, qui nous a envoyé un message de soutien, je crois qu'on a de jeunes cadres modernes, responsables et mûrs pour les enjeux du XXIe siècle, et c'est pour ça que nous avons très naturellement des contacts avec eux. Et peut-être, ce sera l'exemple le plus provoquant, mais quand on voit un homme comme Vladimir Poutine, bien évidemment que les intérêts de la Russie de Vladimir Poutine ne sont pas immédiatement et totalement convergents avec ceux du MNR de Bruno Maigret aujourd'hui. On en est conscient. Mais je crois que, comme par hasard, le MNR et le mouvement politique sur la classe politique française qui a le plus facilement identifié le péril islamiste et qui sait comment le combattre. Vladimir Poutine est le seul chef d'État qui ait aujourd'hui parlé sur toutes les scènes internationales de l'arc d'instabilité que représente l'islam, du Kosovo aux Philippines. Je pense qu'il y a là plus que des coïncidences et qu'il faut savoir s'en inspirer et savoir nouer des contacts pour un avenir qui nous rapprochera forcément. Merci Philippe Schetter. Il faudra que vous reveniez pour développer ce rapprochement qui me paraît tout à fait intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les messages des auditeurs. Les candidats à l'élection présidentielle étalent un programme de gouvernement, mais le chef de l'État ne gouverne pas. C'est le Premier ministre avec le Parlement. Que fera un président de droite s'il a un Parlement de gauche ? Mon ambition, élu président de la République, c'est d'avoir une majorité nationale, si vous voulez, pour pouvoir gouverner. Certaine logique. Je vous le cache pas. Alors, voilà les opinions, on retourne en arrière. Mais je vais vous dire, je fais une petite parenthèse. Pourquoi est-ce qu'il y a de la cohabitation après cohabitation après cohabitation ? Parce que lorsqu'il n'y a plus de différence entre la majorité et l'opposition, les Français zappent avec une grande facilité qu'on ne peut pas leur reprocher, puisque c'est du pareil au même. S'ils restent dans le même système, c'est normal. C'est TF1 et Antenne 2. Mais évidemment. Quand ils passent d'Ardisson à De Chavannes... Dès lors qu'il y aura un renouveau politique d'envergure, il n'y aura pas de cohabitation. Les gens feront leur choix, ils seront pour ou ils seront contre, et ils ne changeront pas tous les 2 jours. Alors on revient en arrière, on dit, à propos de Chevènement, quels que soient les petits partis, ils n'arriveront pas à la 2e place. Il faut faire un barrage à Jospin et à Chirac, donc voter Chevènement pour ne plus revoir du tout ni Jospin ni Chirac. Pour les législatives... Ça s'appelle la politique de Gribouille, ça. Il va pleuvoir, jetons-nous à l'eau. Voter Maigret et MNR. Très bien, ça c'est bien. Malgré vos explications... Alors, la 2e position à propos de Chevènement, malgré vos explications convaincantes, beaucoup de gens de droite vont voter Chevènement au premier tour.
pour justement éliminer Chirac et Jospin. Que dire à ces gens pour les faire changer d'avis? Et donc vous avez répondu en disant ce que vous avez dit. J'y ai répondu. Ce que je voudrais rajouter à propos de Chevènement, parce qu'il ne faut pas toujours voir les choses de façon négative, il y a un aspect positif dans la mode Chevènement, c'est que nos idées nationales, républicaines, sécuritaires, sont tellement puissantes, tellement fortes dans l'esprit des Français qu'elles s'expriment par toutes sortes de biais détournés et en fait sourde à travers la chape de plomb du politiquement correct. Et au fond, Chevènement, c'est quoi? C'est la façon très politiquement correcte d'exprimer des idées non politiquement correctes. C'est-à-dire qu'en fait, vous, Chevènement, il fait une collection de dinosaures, vous voudriez faire une collection d'idées. C'est ça. À propos de l'euro, est-il une véritable monnaie européenne dans la mesure où ma banque me prend 15 € pour encaisser un chèque de 150 € tiré sur une banque belge? Les frais de change autrefois me coûtaient beaucoup moins. Tout à fait exact. Monsieur Maigret, qui évoquait il y a quelques instants une augmentation de 50% des budgets de la police et de la gendarmerie, pourrait-il rapprocher le taux de force de l'ordre par tête d'habitant de celui de nations voisines telles que la Suisse? Oui, je sais, c'est le grand argument qui est avancé actuellement, c'est que nous avons un taux de policiers et de gendarmes par tête d'habitant qui est à peu près le même que celui des autres pays européens. Sous-entendu donc, on est dans la norme et par conséquent, il faut surtout pas augmenter les forces de police. Moi, je suis désolé, je ne raisonne pas comme ça. Je considère que l'insécurité explose et qu'il faut donc renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie et modifier les lois pour pouvoir punir les voyous. Si, une fois que la sécurité est rétablie, on peut à nouveau baisser le nombre des policiers et des gendarmes, pourquoi pas? Mais pour l'instant, lorsqu'un problème grave se présente, il faut prendre les moyens et les moyens énergiques pour y faire face. Un auditeur homosexuel vous envoie ce message. Ce n'est pas parce que les socialistes nous ont transformés en lobby que nous ne sommes pas capables de penser, que nous ne sommes pas capables de voter MNR. Je ne voudrais pas que monsieur Bruno Maigret tombe dans ce piège. Je ne tombe pas dans ce piège. Moi, ce sont des questions qui, à mes yeux, relèvent de la vie privée. Et par conséquent, je ne m'y immisce pas. Par contre, s'agissant de la question qui a été évoquée, c'est la question de l'adoption d'enfants. Autre chose. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. S'agissant du Pacs et s'agissant de l'adoption des enfants par les couples homosexuels, je suis contre, parce que je suis attaché à la famille, je suis attaché à cette cellule essentielle qui est à l'origine de la vie, qui est à l'origine des valeurs qui fondent notre civilisation. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Les idées qui se développent dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Danemark sont plus proches des idées Madeleine que celles de Maigret ou Le Pen. Je ne suis absolument pas d'accord. Moi, j'admire cet auditeur de savoir quelles sont les idées de Madeleine. Oui, c'est surtout ça. Je suis obligé de le dire quand même. Enfin, disons que c'est vrai que M. Madeleine est pour le libéralisme. Libertarianisme. Monsieur Madeleine est un libertaire, en effet. Un libertaire sur le plan économique, mais aussi sur le terrain des valeurs et sur le terrain de la société. La liberté du renard dans le poulailler, on connaît ça quand même. Voilà. Je voudrais rappeler à cet auditeur qui a peut-être raté un épisode du film, M. Madeleine n'est plus membre d'Occident depuis 1973. Alors, pardon. Oui, je termine parce que M. Madeleine est partisan, par exemple, de la dépénalisation du cannabis. Il est partisan d'une immigration massive, ouverte, et par conséquent, je crois que ce n'est pas vraiment ce qui se fait en Italie actuellement. Même si nous sommes favorables, nous, à une plus grande liberté économique à l'intérieur de l'espace du territoire français. Une auditrice s'est étonnée, quand vous avez parlé de la justice, de ne pas entendre citer le syndicat de la magistrature. Oui, on parle beaucoup d'indépendance de la magistrature. Je crois que l'indépendance de la magistrature, il faut d'abord l'établir par rapport à un certain nombre de lobbies syndicaux qui le mettent en coupe réglée, comme le syndicat de la magistrature. Je voudrais redonner un conseil à ce propos. Pardon, je vous couper, mais il faut lire plus exactement le livre de Sophie Coignard qui s'appelle Omerta 2001, dossier Omerta 2001, dans lequel le chapitre sur la justice est absolument
absolument ahurissant, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est paru chez Albin Michel, et ceux qui voudraient pas lire le livre peuvent en lire un résumé assez complet dans le Libre Journal. À Vitrolles, y a-t-il des voitures qui brûlent ? Non, il n'y a pas de voiture qui brûle, je touche du bois. Il suffit de le dire pour que ça donne des idées à certains. Non, il n'y a pas de voiture qui brûle. Il faut appeler un chat. En ce moment, c'est plutôt la guérilla. Cela me rappelle ce qui s'est passé en 1954 en Algérie, à Oran. Ça a commencé comme ça et on sait comment cela a fini. Oui, mais si on prend cette hypothèse-là, toute proportion gardée, ça a plutôt bien fini. Pour ceux qui étaient chez eux, oui. Comme ils disaient. Vous voyez ? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais moi je sais très bien ce que je veux dire. Oui, tout le monde a compris. Pourquoi prenez-vous M. Berlusconi comme référence, puisque c'est un renégat européiste de la même eau que Chirac et Jospin ? Écoutez, je voudrais simplement citer un projet de loi qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale italienne du fait de M. Berlusconi. Ce projet de loi prévoit qu'aucun émigré extra-européen ne pourra s'installer en Italie s'il n'a pas un contrat de travail dûment signé, et qu'aucune entreprise installée en Italie ne pourra signer un tel contrat de travail si elle n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas trouvé d'Italiens ou d'Européens susceptibles d'occuper le poste. Ça s'appelle la préférence nationale en matière d'emploi, et c'est M. Berlusconi qui propose ce projet de loi à l'Assemblée nationale italienne. Alors je ne dis pas que tout ce que fait M. Berlusconi est bien, attention, mais je crois qu'il ne faut pas être, c'est un défaut de la droite nationale, il ne faut pas être trop sectaire. Lorsqu'il y a des éléments positifs chez nos voisins, il faut s'en réjouir, même si, effectivement, à bien des égards, par ailleurs, moi je trouve que M. Berlusconi est un peu trop atlantiste. Bon, mais il fait beaucoup de très bonnes choses. Merci beaucoup. Non, on n'a plus le temps, c'est fini. Merci Bruno Maigret. L'adresse simplement du MNR et pour se procurer le programme. Philippe Schetter. MNR, 15 rue de Kronstadt. 15 rue de Kronstadt, dans le 15e arrondissement de Paris, 75 015. Je signale l'existence du site www.bruno-maigret.com. Merci beaucoup, merci. Philippe Schetter, et puis à bientôt, vous reviendrez nous voir parce que je sens qu'on a plein de choses intéressantes à se dire. Bon, je suppose que Bruno Maigret nous écoute dans sa voiture en partant, je l'informe donc que sa visite n'a pas été inutile parce que Fersan vient de me dire j'allais voter Miguet, mais finalement je vais voter Maigret. Et vous trompez pas en lisant, parce que en lisant le bulletin. Oui, mais il y en a qui sont trop européennes, semble-t-il. Alors, il faut pas confondre le bulletin. Alors, Fersan, ça y est, voilà, ouf. Miguet a perdu un électeur. Oui, il va être très triste, il va envoyer des lettres. Oui, je pense. Allez, ne soyez pas sarcastique. Je signale à mes auditeurs qui ne peuvent pas le voir que Daniel Amiche, à qui je vais laisser le micro, s'est laissé pousser un bouc. Alors je lance un appel solennel à toutes les auditrices qui ont du goût, hurler, protester et tout, parce que c'est pas tolérable. Je dois reconnaître que ça n'a pas été un succès auprès des dames que je fréquente. Non. On va arrêter ça immédiatement. Monsieur l'abbé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors je pique 20 minutes un quart d'heure, 20 minutes à Daniel Amiche, qui prend déjà d'un air épouvanté, pour recevoir monsieur l'abbé Bouchacourt. C'est une circonstance solennelle, puisque nous sommes à 25 ans, au 25e anniversaire. Une génération. C'est incroyable. Une génération. Tout ça ne nous rajeunit pas. N'est-ce pas ? Enfin, on garde le cœur vous jeune. êtes inoxydable, vous, mais moi, je sens vraiment les premières atteintes de l'âge. Alors. Donc, je suppose que beaucoup de choses sont organisées. D'abord, quelle impression ça fait d'être depuis 25 ans dans une situation canonique quand même. Enfin, je ne veux pas m'étendre, mais... C'est quand même un défi incroyable. Ouais. Parce que lorsque ça a eu lieu, il faut se rappeler les circonstances. Monsieur de Cobourget errait de salle en salle, avait été expulsé par le cardinal Marty de l'hôpital Laïnec, de la chapelle de l'hôpital Laïnec. Il allait ensuite à salle Wagram, puis rue de Rennes, et d'un dimanche à l'autre, on ne savait pas où aller parce que le cardinal ne voulait plus de la messe de Saint-Pie V. Alors, il y a eu en fait ce coup de génie extraordinaire de Monseigneur de Cobourget.
pardon de vous couper, mais je me souviens que c'était Figueras qui avait écrit un truc qui s'appelait Marty sans laisser d'adresse. Tout à fait. En l'occurrence, c'était plutôt Monseigneur Ducos-Bourget qui était sans adresse. Alors, Monseigneur Ducos-Bourget avait eu ce trait de génie, pour rappeler rapidement les circonstances. Un dimanche de février, 10 ans, dimanche prochain, rendez-vous à la Mutualité. Et pour une grande réunion, effectivement, les catholiques, sans savoir pourquoi, sont allés là dans à la Mutualité, et à la Mutualité avec l'abbé Serralda, qui avait été vicaire à Saint-Nicolas, faut pas l'oublier, qui connaissait très bien les lieux, et l'abbé Coache, qui avait une aura extraordinaire. Ils sont rentrés à la tête d'un peuple immense de Parisiens, et le curé était absolument stupéfait parce que son église était quasiment vide. Il faut là aussi rappeler que l'église Saint-Nicolas du Chardonnay avait fusionné avec la paroisse Saint-Séverin. On l'appelait la paroisse Saint-Séverin, Saint-Nicolas. Et donc c'était une paroisse qui ne marchait plus du tout. Il y avait plus un sou qui tombait à la quête. Et là, ils ont vu un dimanche une foule inouïe rentrer avec quasiment aucun sou dans la quête, et tout doucement, à la messe se terminant, rester. Et alors là a commencé la grande histoire de Saint-Nicolas, qui dure toujours. Et c'est vraiment, je crois, vraiment un miracle de la Providence. Parce que, humainement parlant, rien ne peut laisser présupposer notre maintenance là. Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on écrira la véritable aventure de Saint-Nicolas ? Ah, mais elle va être écrite d'ailleurs, parce que les éditions Servir et Certitude vont faire justement une recension un album de ces journées extraordinaires. Si vous me permettez, il faudrait pas que ce soit comme c'est un peu chez nous le défaut, c'est-à-dire c'est une chose un peu conventionnelle. On se congratule, on dit voilà. Il faudrait raconter la véritable histoire, parce qu'il y a des anecdotes irrésistibles. Ah oui, oui. Irrésistibles. Et l'abbé Laguérie en aurait 100 fois plus que moi à raconter, parce que c'était des années héroïques. Oui, bon, on peut lui poser la question, il est quand même pas très loin. Il n'est pas très loin. Je me souviens de l'histoire où un soir, en fin d'après-midi, le piquet de surveillance affolé vient voir en disant il fait, venez vite, il doit se préparer quelque chose, il y a un arabe qui essaye de rentrer. Alors, les gens vont vers la porte, et effectivement, il y avait un type en djellaba qui voulait absolument entrer dans l'église. C'était pas un arabe, c'était le comte de Paris, enfin le futur comte de Paris. Les choses se sont arrangées rapidement, mais enfin quand même. Et pourquoi il était venu en djellaba ? Grand mystère. Mais enfin voilà, c'était Riton. Non, il faut pas chercher, mais c'est rigolo. Ça fait partie des 1000 anecdotes. Ça. Mais la paroisse est devenue une référence. Lorsque Luc Besson a tourné son film sur Jeanne d'Arc, il cherchait désespérément la formule d'absolution en latin. Il a téléphoné aux paroisses, nous a-t-il dit, nous a dit sa secrétaire. Il n'a pas eu la réponse. Il a téléphoné chez nous, et nous avons coopéré à ce film qui d'ailleurs pas. Vous avez donné l'absolution à Besson. J'ai donné l'absolution à Besson. Pas merveilleux, c'est une litote, monsieur Lavé. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout c'est d'accord. Un film qui est invraisemblable. Je ne suis absolument pas d'accord. Je trouve qu'on n'a pas compris ce film. Il y a deux scènes qui sont épouvantables. Ça, c'est indiscutable. Mais par exemple, la fin, on a dit que, enfin, c'est pas le sujet de ce soir, mais on a parlé du diable ou de Dieu qui aurait été montré sous les images d'un moine et tout. C'est pas ça du tout. Je crois qu'on n'a rien compris au film. Je l'ai vu. J'ai cru qu'on avait raison, mais bref. On en parlera un jour. Alors, vous n'avez pas projeté Jeanne d'Arc pour le 25e anniversaire de Saint-Nicolas? Non, nous on va faire quand même un peu mieux, même beaucoup mieux, puisque il y aura effectivement une grand-messe solennelle, et j'ai essayé de faire en sorte que tous les prêtres qui avaient servi à Saint-Nicolas soient présents. Malheureusement, beaucoup sont retenus par leurs apostolats locaux, mais bon, M. Laguérie sera là, bien sûr. Il y a ceux qui sont montés directement au ciel, comme l'abbé Marchal, par exemple. L'abbé Marchal, puis tous ceux qui sont à l'origine de ce merveilleux coup. Oui, et puis naturellement, Monseigneur Ducos-Bourget, l'abbé Serralda. Alors effectivement, il y aura cette grand-messe à 10h30 le 10 mars, et après il y aura un énorme repas paroissial qui aura lieu à l'espace Austerlitz avec 1300 couverts. Et là, mon Dieu, il y aura d'abord les gens se rencontreront. Il s'agit. Vous savez, Saint-Nicolas pense toujours beaucoup aux autres, a beaucoup aidé les communautés. C'est son rôle d'ailleurs. Attention, je ne le regrette pas. Mais Saint-Nicolas pense assez peu la paroisse Saint-Nicolas pense assez peu à elle. Eh bien là, nous allons nous réjouir en famille. Et je crois que c'est important, non pas parce qu'on est des nostalgiques, mais parce qu'on a besoin de se retrouver pour à nouveau mieux agir.
vous, depuis que vous êtes curé de Saint-Nicolas, est-ce que vous avez constaté une évolution et laquelle? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a changé Ce qui est certain, voyez-vous, c'est que on pouvait dire, par exemple, il y a 15 ans, que ceux qui venaient étaient des nostalgiques parce qu'ils avaient connu l'ancien rite. Là, c'est plus le cas. Enfin, attention, il y a toujours, bien sûr, je pense 50%, 60% de gens qui ont connu l'ancien rite, mais il y a 40% de gens qui n'ont rien connu du tout. Alors, regardez Fersan qui est là, la famille Fersan et ses poules Fersan, ils n'ont jamais vu une vraie messe. En dehors de Saint-Nicolas. Moi-même, je n'ai pas connu les paroisses marchandes. Bon, j'ai connu la messe de Saint-Pie V dite encore dans les paroisses, mais j'y allais de façon ponctuelle. J'ai pas connu les paroisses tournant dans leurs heures de gloire. Non, j'ai pas connu ça. Ah, mais c'est vrai, vous êtes vraiment un enfant. Oh, mais oui. Avec moi, j'ai connu la vraie messe célébrée partout. Moi, dans ma commune natale, l'une des dernières messes qui a été dite, donc c'est par le curé, l'une des dernières messes traditionnelles qui a été dite, ça a été le mariage de mes parents. Ah oui. Et après, le curé a pris sa retraite pour ne pas avoir à appliquer Vatican II. Voilà, le dernier endroit où j'ai pu aller, c'est à la Madeleine, avec le jeune Popo, qui avait maintenu jusqu'en 71, je crois, la messe de Saint-Pie V, et puis tout s'est arrêté lorsqu'il a pris sa retraite. Alors maintenant, il y a entre autres Saint-Nicolas, donc 25e anniversaire. Oui. Alors ça se passe, vous nous avez dit... Donc à l'espace, donc la messe à Saint-Nicolas à 10h30, la grand-messe, et puis à l'espace Austerlitz, qui est 32 quai d'Austerlitz. C'est à 50 mètres de la sortie du métro Austerlitz. Il faut sortir par la bouche départ, je crois. Et puis bon, ce sera fléché et vous serez accueillis. Qu'est-ce qu'il y a comme... Vous prévoyez des surprises? Il y aura des... Si c'est des surprises, vous nous les direz évidemment pas. Mais je veux dire rien. Mais il doit y avoir normalement donc la sortie d'un livre, un livre encore de famille, non pas un album de souvenirs, et puis une cassette vidéo avec la messe à Saint-Nicolas, parce que cela correspond à une très grande demande. Beaucoup de gens n'ont pas la messe en province, non plus des paroisses, et certaines personnes sont malades et sont en fait horriblement seules. Alors, eh bien mon Dieu, beaucoup de gens nous ont demandé de faire une cassette de la messe ordinaire, la messe paroissiale de Saint-Nicolas, et c'est ce qu'on va leur proposer. Bien, alors on ira donc vous voir le 13 mars. Alors je précise simplement que pour participer au repas, il faut demander soit aller à Saint-Nicolas et réserver le repas en prenant un coupon de 5 € qui sera défalqué d'ailleurs sur le montant du repas, ou bien si vous ne pouvez pas, vous venir chercher ce coupon, vous écrivez au 23 rue des Bernardins, l'église Saint-Nicolas du Chardonnay dans le 5e arrondissement, vous mettez un chèque de 5 € et on vous envoie un coupon pour que vous puissiez participer, et vous serez tous les bienvenus. Je précise, ou je rappelle, ou j'ajoute pour ceux qui ne savent pas que Saint-Nicolas c'est une vraie paroisse, c'est-à-dire c'est exactement la paroisse qu'on avait quand vous, Fersan, vous n'étiez encore qu'une lueur de concupiscence dans le regard de votre père, mais moi j'étais petit garçon, et donc il y avait une troupe scout, il y avait un ouvroir, c'était extraordinaire. C'est l'incarnation de la chrétienté, la paroisse. Elle est ancrée dans un quartier, et en fait, elle est la vie du quartier, elle rythme la vie du quartier. Il ne faut pas oublier que l'angélus sonne, les heures sonnent, dès qu'il y a un enterrement dans le quartier, on va là, et en quittant la paroisse, on se retrouve chez le boucher. Tout est centré. C'est une vraie paroisse de quartier. Extraordinaire. Et parce que c'est une force extraordinaire, les évêques hésitent à nous les donner, et non seulement hésitent, mais refusent de nous les donner, parce qu'ils savent très bien que si plusieurs curés de Paris avaient la liberté d'agir comme nous le faisons nous-mêmes, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui dans la crise. Ça, c'est certain. Ben oui, ça devrait plutôt les inciter à donner des paroisses, justement. Là, puisque ces mystères nous échappent, ne feignons pas d'en être les organisateurs. Alors, du temps des hommes modernistes, cela s'appelait la paroisse Saint-Nicolas-Saint-Séverin. Aujourd'hui, que vous allez faire votre fête dans un entrepôt de tapis, s'agira-t-il de la paroisse Saint-Nicolas-Saint-Maclou? Ça, c'est drôle, ça, peut-être. Voilà. Non, je précise que ce n'est pas dans les locaux de Saint-Maclou. En tout cas, cet auditeur vient de gagner. On va décerner une médaille du message le plus drôle maintenant. Hein, voilà. Donc, si vous vous faites connaître, vous aurez droit à une médaille en chocolat. Merci, monsieur Labbé. À très bientôt. Et merci infiniment. Et puis, je rends la parole à mon excellent camarade Amiche. Non, d'abord à Victoria, pardon. Alors, plusieurs auditeurs se sont plaints que vous ayez dit beaucoup trop vite
l'adresse de Pierre Guillaume. Alors, l'opération Vicaire, le rôle de Pie XII devant l'histoire, est un livre publié en 1965. Il est complété par un dossier sur la nouvelle opération en cours, Amen de Costa Gavras. Gavras, ça coûte 16 € net. Et vous aurez 40% sur une commande de 10 exemplaires. Adressé à Pierre Guillaume, boîte postale 98, 75 223, Paris CEDEX 05. J'espère que vous avez eu le temps de noter. Sans ça, demain matin, vous pourrez toujours le redemander. Et puis, je vous dis que dans le cadre de la campagne présidentielle, le MNR organise un grand dîner-débat avec Bruno Maigret sur le thème « Pour un pôle des libertés ». Proposition économique et sociale du MNR, le mardi 12 mars de 20h à 23h dans les salons de l'hôtel Novotel Vaugirard, 257 rue de Vaugirard dans le 15e. La participation est de 35 € et les chèques de réservation sont à adresser avant le 4 mars à Françoise Monestier, 57 rue de Babylone, Paris 7e. Et alors, dans un esprit œcuménique, puisqu'on en parle. Œcuménique. J'ai envie de dire œcuménique, j'ai le droit. Jean-Marie Le Pen, candidat à la présidence de la République, participera demain, jeudi 28 février 2002, au forum organisé par l'UNAPEI, UNAPEI, à la salle de la Mutualité, dans le 5e arrondissement de Paris. Donc on n'en sort pas, c'est près de chez vous encore. Voilà, à quelle heure? C'est toute la journée. 17h, il y a une conférence de presse. Merci, mon cher Daniel. J'ai pas été trop au rasoir? Tu t'es pas trop barbé? Le sens de l'humour, j'ai trouvé quelque chose qui m'étonnera toujours. À la, non pas semaine prochaine, mais à dans 15 jours, car la semaine prochaine, vous aurez la chance immense d'avoir 3 heures d'Amiche pour vous tout seul. À pouvoir se barber. Bonne quinzaine, que Dieu nous garde.